Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un deuxième podcast sur l'actualité football. On va parler de la nomination de l'entraîneur de Saint-Étienne, Printemps, qui est pour moi la grosse erreur des dirigeants de Saint-Étienne. Je vais y revenir après. Et puis on va parler aussi de Villas-Boas, qui est un homme que j'apprécie énormément. Sa culture footballistique est extrêmement développée. Et puis il a une vie tellement romanesque que j'avais envie de parler de lui. C'est un super entraîneur, un super mec. En plus, il vient avec Carvalho, qui est quand même quelqu'un de très bien. Et parce qu'il y a un mais, je pense pas que ce soit la personne qu'il faut pour l'OM. On va revenir là-dessus. Alors, je vais, dans un premier temps, développer sur Saint-Étienne. Donc, Saint-Étienne qui a fait une super saison, qui se qualifie en Europa League. Il y a quand même un bassin de supporters qui est énorme, une ferveur. Il y a de quoi de faire un gros club. Et là, il te nomme Printemps. Alors, ça semble être la décision des joueurs. Je pense que ça peut être que ça. Parce que tu peux pas concrètement nommer Printemps entraîneur numéro 1, sachant son passé. Justement, on va revenir dessus. C'est un gars originaire de Montpellier, donc je connais un peu son vécu par rapport au club. Donc pour vous expliquer, c'est qu'il a été entraîneur des gardiens pendant très longtemps à Montpellier. Ensuite, il est allé entraîner quelques équipes dans les alentours de Montpellier, etc. Des équipes vraiment de DH, de vraiment basse division. Il a eu sa petite réussite, mais voilà, il est revenu au club de Montpellier Hérault. Il a réentraîné des gardiens, puis il y a une poste qui s'est libérée au niveau de l'équipe des U19. Du coup, il a pris les U19. Ensuite, il est passé en équipe réserve pendant 1 an. Et ce qui s'est passé, c'est que l'équipe réserve n'était jamais descendue. Et à sa tête, paf, pouf, on descend. Termine bien dernier. Et donc, l'équipe réserve descend. Ça a été une catastrophe industrielle. Et donc là, Loulou Nicolin, il a dit écoute, tu te casses, voilà, tu te casses, t'as fait de la merde, tu te casses. Et il a rebondi directement, comme responsable de la formation à Bastia. Alors je sais pas ce qui s'est passé dans la tête des Bastiais, mais ils se sont dit ouais, ok, ça peut être pas mal, ça, le gars qui vient de ruiner une équipe réserve. Donc ils l'ont pris. Et il s'est passé plein de choses au club avec Frédéric Hans qui se fait virer, etc. Il n'y a personne qui veut reprendre le club, plus personne. Donc lui, il arrive, il est intérimaire là, comme ça. On dit, on va le poser ici, lui. Il va pas nous faire chier. Pendant un moment, ils essaient de contacter Antonetti. Ils essaient de contacter du monde, etc. Des entraîneurs. Il n'y a personne qui veut venir à Bastia. Finalement, ils disent, bon, on va le laisser. Il avait des plutôt bons résultats. Effectivement, il va terminer 10e sur sa saison avec un effectif qui était bon. Fait pour éviter la relégation, donc plutôt une bonne saison. Par contre, la deuxième saison est catastrophique. Il va y avoir plein de problèmes avec Bastia au niveau extra-sportif, avec des suspensions, des retraits de points, des matchs à huis clos, des condamnations pour insultes racistes par des supporters. Ça va être vraiment très compliqué. Ils vont terminer dernier. Lui partira avant la fin de la saison. Mais ce qui va se passer, ce qui est super important, c'est que lui et les joueurs donc, qui l'ont côtoyé la première année déjà où ils ont terminé 10e disent de lui qu'il est un gars très caractériel et qu'il peut complètement péter les plombs et qu'il se prend pas pour de la merde, voilà, hein, alors que le gars arrivé pour la première fois entraîneur numéro 1. Donc il fait cette expérience là, au final ça se passe pas bien la deuxième saison, donc il part. Et là à Montpellier on veut le récupérer pour lui faire un audit avec plusieurs anciens de la maison pour voir en 2017 qu'est-ce qu'on pourrait faire parce que voilà, on est après le titre quand même, quelques années après le titre avec Montpellier, on est dans le dur, etc. Donc ils décident de le prendre. Et avec Gasset, ils vont former un duo qui va finalement prendre les rênes du club et faire des choses assez correctes avec le club. C'est vrai que ça va plutôt bien se passer. Ils vont partir à Saint-Étienne et ils vont avoir aussi leur réussite. Et là, franchement, Saint-Étienne, cette saison, c'était pas mal. Et là, donc, tu sors de cette saison qui est somme toute correcte, hein, Saint-Étienne, faut le dire, avec les joueurs qu'ils ont, c'est quand même correct. Après, ils ont profité quand même de la faiblesse du championnat cette année, c'était terrible. Mais là, tu te dis, voilà, t'es en Europa League, t'as des joueurs qui sont pas mal, et puis là, t'as M'Vila qui commence à dire, ouais, mais si c'est pas Gasset, moi je me casse. Et d'autres qui disent, ouais, moi aussi je me casse. Donc déjà, ça, moi, alors ça, je comprends pas, parce que t'es un joueur, tu la fermes, hein, voilà, si t'es pas content, tu dégages. Hein, il y a M'Vila en plus, sa saison doucement quand même. Le gars, je commenterai pas sa carrière et sa façon, mais pour moi, c'est, tu peux soutenir ton entraîneur, mais si lui te dit, écoute, moi je pars parce que je suis vieux, j'ai des problèmes j'ai des problèmes familiaux et je veux les gérer, etc. Donc je pars. Mais derrière, tu dis aux joueurs, écoutez les gars, vous êtes grands, il va falloir que vous fassiez place à une nouvelle équipe
quelqu'un qui va donner un nouveau souffle, peut-être un nouvel élan pour justement faire franchir un nouveau palier, pourquoi pas pérenniser le club en Europa League et après viser la Ligue des Champions, etc. Parce que Lyon, il se développe bien. Il n'y a pas de raison Saint-Etienne avec ce bassin de population et cette ferveur qui ne se développe pas aussi, tu vois. Montpellier, je peux comprendre qu'on se débrouille avec à jouer dans le milieu de tableau parce qu'il n'y a personne au stade, parce que tout le monde s'en bat les steaks, qu'il n'y a aucun amour du club. Etc. Mais là, c'est Saint-Etienne. On parle de Saint-Etienne, un club historique quand même. Et là, il te nomme Printemps. Et là, en fait, je me demande, dans la tête des dirigeants, quel est le projet ? Parce que pour moi, c'est important. Je pense quand tu es dirigeant, parce que voilà, quand tu es dirigeant d'un club, l'important c'est le projet. Le projet, où tu veux amener ton club. Voilà, t'es pas une vision à une saison ou 2 saisons. Là, tu te dis, bon, ça s'est terminé avec une équipe dirigeante, avec mon entraîneur, etc. Il veut partir de lui-même, ok, ça se termine bien. J'ai une équipe plutôt stable, je vais peut-être pouvoir la renforcer, etc. De toute façon, il faudra la renforcer pour jouer l'Europa League. Parce que moi, je serai un dirigeant, je suis dans l'objectif aussi de bien figurer en Europa League et de faire vivre une épopée européenne aux supporters. Et là, tu te dis, ok, qu'est-ce que je veux faire ? Eh ben, t'es dirigeant, tu te dis, tu as un objectif à 3 ans, 4 ans, 5 ans. Est-ce que je vais recruter tout de suite des grands noms ? Paf ! Il me faut un entraîneur qui va savoir gérer des égos parce que je veux des noms qui arrivent un petit peu. Des noms pour Saint-Etienne. Et je veux gérer ça, donc je prends un gars qui a un peu la carrure. Ou est-ce que plutôt, il y a des cadres qui veulent partir du coup parce que voilà, ils disent ouais non, moi je veux pas jouer avec tel entraîneur, voilà, parce que ouais, ça y est, ils ont terminé, waouh, 4e, 5e de Ligue 1, ça y est, c'est la folie. Waouh, on a fait une saison de porc, moi je choisis mon entraîneur. Bon bref, je vais pas revenir là-dessus, ça m'énerve. Et là, tu te dis, je vends ces gens-là, Mvila, etc. J'essaie de les débarquer et je prends je prends un entraîneur en tout cas qui a une culture jeune et qui va me construire un projet avec plusieurs recrues, plutôt faire de la post-formation, etc. Comme fait très bien Lyon depuis plusieurs années d'ailleurs. Et tu te dis, ok, je pars sur ce projet-là. Mais là, tu pars sur un projet où tu dis, ouais, les joueurs en fait, ils voulaient continuer avec Gasset, mais comme il n'y a pas Gasset. Ouais, ils leur ont dit, ouais, écoutez, on vous met l'adjoint, il est cool, c'est le même, de toute façon, il va faire pareil, vous inquiétez pas, etc. Mais ce gars, en fait, si c'était un numéro 1, il aurait été numéro 1 depuis longtemps. Il n'aurait pas été entraîneur des gardiens, entraîneur de U19, il n'aurait été pas entraîneur d'équipe réserve, il n'aurait pas été responsable de formation. Il a entraîné 2 années dans sa vie, et là, il va entraîner une équipe qui va jouer la Ligue 1 et l'Europa League. Alors moi, je vous le dis, amis stéphanois, je suis désolé pour vous. Déjà, on peut se la mettre vraiment profondément. Je pense que pour vous, l'Europa League, ça sera 0 point ou 1 point dans le groupe. Vous inquiétez pas, l'Europa League, vous aurez peut-être quelques matchs, un match sympa ou 2, mais ça va dégager. Et derrière, tu te dis, en championnat, ça va plomber le championnat. Donc là, attendez-vous à une petite 10e place. Si c'est pas moins, et les joueurs qui bien sûr vont cracher sur l'entraîneur parce que c'est des grosses putes et qui feront ça. Donc voilà, pour revenir un petit peu donc sur Printemps, eh bien écoutez, amis stéphanois, j'espère que vous êtes super contents parce que c'est la pire décision et je comprends pas comment une équipe dirigeante peut se dire notre projet, c'est de pas avoir de projet et on fait une année comme ça, waouh, les joueurs décident et let's go, on verra ce qui va nous passer, voilà ce qui va se passer. Donc ça pour moi, c'est ce qui fait que la France n'arrive pas à faire de grands clubs. On te dit oui, mais il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de ceci. À un moment donné, t'as pas de projet. Me dis pas après, oui, mais nous on n'arrive pas, on est un petit club de Ligue 1. 1 milliard d'euros les droits de la Ligue 1. 1 milliard d'euros 1 milliard d'euros, c'est énorme. Me dites pas, oui, non, mais attendez, on n'a pas de budget, etc. Non, c'est pas possible. Moi, c'est pas possible, je veux pas entendre ça, c'est mort. Donc voilà, Printemps, nul. Les dirigeants, nuls. Et voilà, limite, tu me prends moi, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est totalement pareil. Et justement, la transition est parfaite. Comme je joue à Football Manager, Villas-Boas, si vous ne le savez pas, c'était un passionné de Football Manager. Championship Manager, pour les plus anciens, ceux qui connaissent, qui jouait avec Evandro Roncato et Anatoly Todorov. Eh bien, ces gens-là ont joué au même jeu qu'a joué Villas-Boas dans sa jeunesse. Villas-Boas, c'est un passionné de Football Manager. Et il va, donc il est issu d'une famille très riche. Ce qu'il faut savoir, il habite dans un hôtel particulier. Et à l'époque, l'entraîneur de Bordeaux, j'allais dire de Porto, c'est Sir Bobby Robson. Bobson ou Robson ?
Bon, on s'en bat les steaks. Robson, on va dire. Et donc, cet entraîneur-là, il voit en fait Villas-Boas passionné de football. Lui, il fait ses petites fiches et tout, comme on a tous fait, j'imagine, gros joueur de FM. Quand tu vas à l'école, quand t'es jeune, t'as 14-15 ans, tu passes à ton équipe, tu te dis putain, ouais, il me faudrait quelqu'un à droite. Du coup, le soir, tu prends des notes, tu prends des trucs, tu te dis ouais, lui, j'aimerais bien, tac, million, ok, je vois, qu'est-ce que je me ferais bien, etc. Moi, je m'étais comme ça, je me disais ouais. Et en rentrant, tu te fais tes films, etc. Tu te dis ouais, tu te fais tes conférences de presse. Enfin bon, bref. On a tous connu ça. Donc lui était comme ça, et là, il voit débarquer dans son hôtel Bobby Robson, l'entraîneur de Porto. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire exprès de rentrer des cours et de surprendre Robson. Donc il va le... Enfin, on va l'appeler Sir Bobby. On va l'appeler Bobby. Et donc Bobby, lui, il rentre le soir après avoir entraîné Porto. Toc, 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 toc. Et qu'est-ce qu'il fait le petit jeune Villas-Boas ? Attendez, à l'époque, il a 15-16 ans. Hein. On parle d'un gamin qui a 15-16 ans. Eh bien, il l'attend. Il l'attend et il commence à lui dire ouais, pourquoi tu l'as pas fait jouer et tout. Alors lui, sœur, qui est un passionné de football, il se dit attends, c'est quoi ce jeune, etc. Et en fait, il va faire des fiches. C'est-à-dire que Villas-Boas, ce que raconte Sir Bobby, c'est qu'il va y envoyer des fiches, alors que ce soit en boîte aux lettres, qu'il va laisser sous son palier de porte. Il va le harceler. Hein. Il va le harceler. Et en fait, il va se dire non mais attends, le gars, il a quand même une connaissance footballistique sur les joueurs. Ok, c'est un supporter, mais le gars est poussé, il connaît quand même des équipes. Il me dit ouais, face à telle équipe j'aurais dû jouer comme ça, faudrait peut-être tenter un truc comme ça. Lui il est FM, hein. Il te dit voilà, il connaît la base de données. Il te dit ouais, il y a une pépite là-bas que tu devrais aller chercher. Lui il est là, il dit mais tu me parles de Roncato, c'est qui Roncato? Oui, non mais c'est lui, prends-le. Bon, ils l'ont pas pris, bah tant pis pour eux. Mais du coup oui, il va vraiment le saouler. Et Robson va lui dire bah écoute, tu vas venir en stage. Et là, Villas-Boas va mettre son premier pied dans le football. Et donc à 17 ans, il décide, donc il va faire ses études, il va passer le bac qu'on appelle à Porto. Et il va dire à ses parents, écoutez, je vais faire une école de journalisme là, il va falloir que je parte en Écosse et tout. Et en fait pas du tout, il s'est mis de mèche avec Bobby pour aller faire des études en Écosse pour passer les diplômes d'entraîneur. Donc il va aller en Écosse, il va passer ses diplômes d'entraîneur, ça va être le plus jeune, à obtenir ses diplômes d'entraîneur en Écosse. On dit de lui que c'est un élève très brillant, très connaisseur, très pointu. Son seul, on va dire, petit manque, c'est le manque d'expérience du terrain. C'est-à-dire que il a jamais joué au football, donc il va se heurter souvent à des joueurs qui vont avoir l'arrogance de lui dire ouais mais jamais joué au foot, en gros de quoi tu me parles quoi. Voilà, de quoi tu sais, t'as jamais joué au foot, t'as jamais touché un ballon, de quoi tu me parles. Et donc de là il va passer ses diplômes d'entraîneur et là il va postuler à plein de clubs et malheureusement il sera jamais pris en tant que numéro 1. Il va essayer de se vieillir un peu, de se laisser pousser la barbe, etc. Il va tout tenter, hein. Il va tout tenter vraiment pour se faire prendre, mais malheureusement il est trop jeune. Donc là, il va retourner à Porto en attendant. Il va faire à Ipswich quelques stages, etc. Mais il retourne à Porto en se disant c'est la merde. Hein. En fait, c'est la merde, je sais pas ce que je vais faire, etc. Et là, il postule, il voit les îles Vierges britanniques. Une des pires sélections au monde qui perd ses matchs 15-0 tous les matchs. Et il va postuler, il va envoyer son CV. Il va pas mettre son âge. Il va pas mettre de photo, il va rien mettre et il va envoyer une lettre de recommandation de Sir Bobby. Et là, la lettre de recommandation, il se dit non, mais attendez, le gars, c'est quoi cet entraîneur qui veut nous entraîner ? Ok, on le prend. Allez, il le signe direct, il arrive là-bas, il va faire 2 matchs en 1 an et demi. 2 matchs qui seront pas mal puisqu'ils perdront très peu. Ils prendront genre 5-0 et 2-0, donc ou 2-1. Ils marqueront le premier but international de leur histoire. Donc là, lui, c'est une idole, mais bon, c'est pas ça qui lui plaît. Il va quitter, il va aller à Porto, il revient à Porto et là il se dit c'est mort quoi. C'est mort, je serai jamais entraîneur, etc. Et à Porto, donc il traîne quand même dans le milieu qui est assez huppé et il va croiser Mourinho qui était devenu l'entraîneur, l'entraîneur numéro 1. Et il va lui dire, Mourinho, il fait putain, ouais, je me rappelle de toi, puisqu'en fait Mourinho était le traducteur de Sir Bobby, donc il connaissait un peu Villas-Boas, il l'avait vu sous ses ordres, un petit peu ce petit jeune rodé. Et donc il va se dire, ouais, écoute, j'ai une place si tu veux. Donc il savait qu'il avait des connaissances très poussées sur le football. Il fait, écoute, j'ai une place, si tu veux, tu peux observer des joueurs au Portugal et tout. Ouais, il se dit, ok, ok, bon, ça va être trop simple quoi.
Et donc il va proposer en plus, ce qui se faisait pas trop à l'époque, il va proposer des rapports de clubs, donc des clubs contre qui va jouer Porto, il va proposer des rapports détaillés sur tous les joueurs. C'est-à-dire qu'il va prendre la bande de données FM, il va aller voir des matchs de l'équipe et il va complètement donner des rapports à chaque fois du prochain club, du prochain adversaire à Mourinho. Et Mourinho va apprécier ça et va le prendre après dans ses bagages, que ce soit à Chelsea. Et il va revenir donc après toute cette épopée de Mourinho, il va le suivre. Il va revenir au Portugal où là il va entraîner son premier club, Coimbra. Il va faire une saison plutôt exceptionnelle parce qu'il va faire avec des moyens vraiment très faibles une grosse saison, mais il va rester qu'une année. Il va partir directement à Porto. À Porto, ça va être l'entraîneur le plus jeune à remporter une Coupe d'Europe. Il va tout remporter avec Porto. Il va y rester 2 ans. 2 ans qui vont être couronnés de succès. De là, il décide de partir. Il va partir, comme tout le monde le sait, à Chelsea. Il deviendra le plus jeune entraîneur en première ligue anglaise. À Chelsea, il avait quand même un gros chantier. C'est qu'il a dû remplacer les cadres qui partaient. C'était à l'époque où tous les cadres étaient un peu vieillissants, Sturridge, etc. Et il va partir, il va faire virer il va prendre beaucoup de jeunes, etc. Et malheureusement, non, mais Chelsea voulait des résultats immédiats et il va faire une saison qui est plus que correcte quand même la première année avec un effectif assez bancal. Et la deuxième saison, il va, de par sa volonté, parce qu'il n'est pas satisfait de ce qui est en train de devenir le club et de sa gestion, etc., il va partir et il va avec les dirigeants donc trouver un accord, un peu à la surprise générale parce qu'il n'était pas du tout menacé. Et il va partir, il part toujours, c'est-à-dire sans demander de thunes. Hein. Il part parce que voilà, il est quand même issu d'une famille riche. Et le football, lui, ce qu'il explique, c'est que c'est pas sa vie. En gros, le football lui sert à réaliser son rêve parce que c'est quand même son rêve de gamin. Mais il aime voyager. Il aime les sports automobiles, on va le voir justement après. Et il a toujours dit que voilà, quand il aura 50 balais, il veut arrêter d'entraîner. C'est pas sa vie ça. Il veut pas passer sa vie à entraîner. Et donc il va faire 2 années, 1 année et demie à Chelsea. Il va partir à Tottenham qui va connaître, si je me trompe pas, je crois qu'ils vont battre leur record de points en première division en 1 année. Il va rester 1 année seulement à Tottenham, et là encore il décide de partir. Il a recruté entre autres Lloris et quelques cadres qui jouent encore aujourd'hui, mais je me souviendrai pas, je vous dirai des bêtises, donc je vais garder juste Lloris qui a été une recrue somme toute bonne, hein, vraiment voilà, c'est quand même assez correct. Et à Tottenham il garde de lui une image assez sympa, et en fait il avait fait le tour en Angleterre et il a voulu partir dans un pays pour voyager. Alors il a choisi le Zénith. On dit souvent qu'il s'est perdu parce qu'il va aller au Zénith et il va aller en Chine. Mais en fait, c'est un gars qui s'en fout de là où il va entraîner. C'est-à-dire que pour lui, l'objectif, c'est de voyager, de rencontrer des gens, de s'enrichir en expérience, etc. Et c'est pour ça qu'on va revenir au point pourquoi c'est pas bon pour l'OM. Mais donc, il va partir au Zénith. La première année, il va terminer champion. Il va gagner la Super Coupe de Russie. Il va faire un très bon parcours en Europe. La deuxième saison, il va faire 2e en championnat. Et il va faire un beau parcours en Ligue des Champions. Et là, les dirigeants veulent le prolonger. Et lui, il dit non, voilà, j'ai fait 2 ans, je veux découvrir autre chose. Donc là encore, c'est pas un échec. Enfin, pour moi, c'est pas un échec, vraiment un super entraîneur. Mais il va encore rester que 2 ans, voilà. Et là, il décide de partir en Chine. Il y en a qui disent que c'est pour le fric, pas du tout. Là encore, il voulait voyager, apprendre la langue, il a appris la langue, etc. C'est quelqu'un qui, voilà, comme je vous le dis, aime voyager. Il va participer à des courses de sport auto d'ailleurs en Chine. Il va remporter le championnat chinois avec son équipe et il part. Et donc là, en fait, on se dit en Chine après, il a eu 2 ans où voilà, il y a plus personne qui le voulait parce que il est allé s'enterrer en Chine. Mais clairement pas en fait. Le gars a dit j'arrête. Il avait des offres et tout. Il a dit non, mais là non. Moi, je vais faire le Paris-Dakar. Il a fait le Paris-Dakar, il s'est préparé, etc. Il a fait ses trucs. Il a eu, je crois, la naissance d'un enfant ou je sais pas quoi. Il a préféré s'occuper des enfants la 2e année. Et là, il s'est dit, ok, je cherche un club, un nouveau projet, etc. Et donc là, il y a l'OM. Et là, l'OM, tu te dis, mais pourquoi pas ? Mais là, je vous dirais pourquoi pas avec l'équipe d'il y a 2 ans ou d'il y a 3 ans. Mais là, cette équipe-là, en fin de cycle, elle a besoin de quelqu'un qui est un formateur et qui va
comment dire, comme on parlait du projet de Saint-Etienne, prendre des jeunes et faire de la post-formation. Parce que là, il faut virer Payet, il faut virer Rami, il faut virer Strootman, il faut virer Thauvin, il te faut virer Mandanda, donc il te faut virer des vieux et prendre des jeunes qui vont arriver là-dedans. Et malheureusement, Villas-Boas, c'est pas quelqu'un de projet en fait, c'est pas quelqu'un de long terme. Il va rester 1 an, 2 ans max. Vous inquiétez pas, il va pas rester. Enfin, pas quelqu'un qui va, à moins qu'il ait changé fondamentalement, et je pense pas que ce soit le cas. Il va faire comme il a fait lors de ses précédentes expériences. 1 an, 2 ans, et même si ça se passe bien, il dira ouais, ciao, je pars aux States, ou il va partir totalement un truc complètement, on l'atteindra pas en Italie, en Espagne, aux États-Unis, je sais pas. Mais voilà, mais moi je pense c'est un super entraîneur parce que il vient avec en plus un staff très compétent, parce qu'il faut savoir, comme je vous l'ai dit, qu'il a toujours ce déficit de se dire j'ai pas été joueur, donc j'ai pas de légitimité à dire à un bon joueur ouais, tu devrais jouer comme ça. Donc il s'entoure toujours de très 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 bons joueurs, de très très bons staff, il fait des très très bons choix. Et là, venir avec Ricardo Carvalho, c'est excellent quoi. Enfin, c'est quand même une figure de professionnalisme. Le gars a été capitaine du Portugal, a fait une grande carrière et il inspire le respect. Je pense que n'importe qui en Ligue 1 fermerait sa gueule devant Carvalho. Et donc, c'est un super staff. Mais pour construire, je suis un peu déçu parce que Marseille aurait peut-être pu choper un autre nom. Je sais pas. Je trouve que ça manque de projet en France. Et justement, un projet que j'aime bien, c'est le projet de Lyon qui est en train de construire Aulas. Ça me plaît. Je trouve ça ambitieux. Même si ça marche pas, c'est pas grave. Mais au moins, il y a une volonté de faire quelque chose. Et ça, c'est bien à Lyon parce qu'ils ont toujours été novateurs dans ce truc. Et c'est plutôt pas mal. Mais on y reviendra peut-être sur un autre podcast si ça vous intéresse. Enfin voilà, mes avis tranchés en tout cas. Pour moi, c'est pas des bonnes recrues. Pour Saint-Etienne, c'est vraiment catastrophique. Pour Marseille, ça l'est moins parce que tu recrutes quand même quelqu'un de qualité, qui va venir avec un staff de qualité, qui va faire un travail en profondeur, qui aura de la légitimité parce que le gars a quand même entraîné Porto, a été champion d'Europe, a entraîné Chelsea, Tottenham. Enfin, c'est pas une bille quoi. Tu peux pas lui dire t'es un plouc ou t'es une merde ou va te faire enculer ou t'es une fiotte, tu vois. Non, tu fermes ta gueule devant Villas-Boas. S'il te dit tu cours, et s'il te dit tu joueras pas. Donc je pense que c'est quand même bien, mais sur un court terme. Et il va falloir réfléchir à Marseille sur un projet plus quand il disait le projet Dortmund, moi ça me plaisait, c'était ça que je voulais voir, j'aurais aimé voir à Marseille. Moi j'ai envie qu'en France ça rayonne, tu vois. Quand je vois des clubs avec des potentiels de supporters comme ça, je me dis mais pourquoi il n'y a pas des projets ambitieux quoi. Pourquoi il n'y a pas des projets ambitieux? Et quand tu vois Dortmund, et que tu le veuilles ou non, ou Schalke ou l'Eintracht Francfort, ou je sais pas, tous ces clubs qui vont loin maintenant en Europa League et en Ligue des Champions, mais tu te dis putain, mais ils ont rien de plus que les Français, enfin que certains clubs français, parce que oui, à Montpellier il y a personne à la Mosson. Mais à Marseille, le stade est plein. À Saint-Etienne, le stade est plein. À Lens, le stade est plein. Tu vas à Lyon, le stade est plein. Paris, le stade est plein, etc. Il y a plein de stades qui sont pleins. Même Nice, c'est pas mal. Mais derrière, il n'y a pas de projet. Tu fais rien, tu fais au jour le jour. Petit bras, ouais, si on termine 5e, 6e, pourquoi pas. Et le pire, c'est les clubs comme Lyon, et encore ça a changé cette année, ou Marseille qui disent ouais, on essaiera de choper la 2e ou la 3e place. Mais pourquoi tu veux pas taper Paris? Pourquoi tu te dis on taperait pas Paris? Putain, quand tu vois Paris, la gueule de Paris, et quand tu te dis que ça va être de pire en pire façon, tu te dis putain, mais allez jouer comme a dit Lyon et Juninho, ouais, on va concurrencer le PSG, peut-être pas cette saison, mais oui, on va le faire. Oui, c'est l'objectif, c'est d'être numéro 1 en France, ça doit être ça l'objectif les gars. Et dirigeants, faut se la bouger un petit peu. Voilà. Donc c'était mon avis sur Printemps et Villas-Boas. On reviendra peut-être après sur justement Juninho et Silvinho qui sont un pari assez sympa. Comme toujours, laissez vos avis en commentaire, vos points, peut-être que vous êtes, enfin, vos points de désaccord avec moi ou d'accord, et on en discute. Je réponds à tous les messages, je lis tout. Et voilà. J'espère en tout cas que ce deuxième podcast vous aura plu. Le format est un peu plus long aujourd'hui, mais j'avais beaucoup de choses à dire. Et l'histoire sur Villas-Boas est quand même assez intéressante, je trouve. Un petit joueur de FM qui devient entraîneur de Marseille. Ça fait rêver. Pensez à moi, je suis disponible à tout le moment, on peut signer. Je sais, j'entraîne déjà des gros clubs, je suis déjà propriétaire, mais s'il y a une offre qui se fait, pourquoi pas. Faudrait peut-être que je passe mes diplômes, mais ça peut se faire. Allez, je vous souhaite à tous en tout cas une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao, ciao.